Imaginez, le soleil se couche, mais il ne reviendra pas. 6 mois de ténèbres. Vous respirez, mais vos poumons inhalent des cristaux de glace. Moins 30 degrés. Votre corps brûle. Le vent écorche la peau, gèle les os, déchire la chair. Mais le vrai problème n'est pas celui-là. Le vrai problème, c'est ce corps, étendu près de vous qui ne respire plus. Hier, il chassait le mammouth avec vous. Aujourd'hui, il gît sur le sol gelé. Ses yeux sont ouverts. Sa bouche est entr'ouverte. L'esprit est parti. Mais le corps est toujours là. Alors que faites-vous maintenant? L'abandonnez-vous au prédateur, à la décomposition, ou devez-vous faire quelque chose? Dans les films, on vous montre des cérémonies romantiques, des larmes et des derniers mots. C'est un mensonge. Et la vérité est la suivante. À l'âge de glace, enterrer un cadavre est une opération d'ingénierie. Creuser la terre gelée prend 7 heures. Positionner le corps est un calcul thermodynamique. L'ocre rouge saupoudré dessus est un symbole chimique. Et chaque objet placé dans la tombe est un transfert de données métaphysiques. Ce n'est pas une cérémonie funéraire. C'est le premier protocole de communication établi entre les vivants et les morts. Il y a 50 000 ans, vos ancêtres ne voyaient pas la mort comme une fin. Ils la voyaient comme un passage, une transformation, un problème. Et ils ont conçu un système. Abonnez-vous, car creuser une tombe à l'âge de glace, ce n'est pas seulement creuser la terre. C'est la réponse biomécanique à la toute première question philosophique de l'humanité. Mais la terre est gelée. Pas de pelle, pas d'acier, seulement de l'os et de la pierre. Et une mission, mettre le mort sous terre. Mais ce n'est pas une simple inhumation. C'est la première étape d'un système de communication vieux de 50 000 ans. Dans la grotte de Shanidar, dans les montagnes glacées d'Irak, un néandertalien est étendu sur le sol, les yeux fermés, les bras croisés sur sa poitrine, le corps recroquevillé en position fétale. Est-ce un hasard? Non, c'est intentionnel. Car cette position était la première forme où la vie commence, et peut-être la dernière forme où la vie recommencera. Mais il n'y a pas que le corps. Autour de lui, il y a quelque chose. Du pollen, des résidus de pollen de fleurs. Et des milliers d'années plus tard, quand les scientifiques découvriront cela, ils seront sous le choc. Car cela signifie une chose, ils ne l'ont pas seulement enterré, ils lui ont fait leurs adieux. Mais attendez, des fleurs par moins 30 degrés? C'est illogique. Thermodynamiquement, impossible. Le nombre de plantes à fleurs à l'âge de glace est limité. Alors d'où vient ce pollen? Il y a 2 possibilités. La première, des rongeurs l'ont transporté. La seconde, des humains l'ont consciemment collecté séché et saupoudré dans la tombe. La science penche aujourd'hui pour la seconde théorie. Car les pollens ne sont pas dispersés au hasard. Ils sont concentrés dans des zones spécifiques de la tombe, surtout autour de la tête. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un protocole. Y saupoudrer du pollen n'est pas un simple geste esthétique. C'est une opération pour masquer l'odeur, ralentir la décomposition et symboliser la renaissance. Mais le plus important est ceci. C'est la preuve que la mort n'est pas qu'un simple effondrement biologique. Car personne ne perd son temps pour quelque chose qui n'a pas de sens. Maintenant, changeons de scène. À des milliers de kilomètres de Shanidar, dans les steppes gelées de Russie, le site de Sungir, il y a 34 000 ans, une tombe est ouverte. Quand les archéologues donnent le premier coup de pelle, ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver. Mais ce qu'ils découvrent est incroyable. Dans la tombe, il y a 2 enfants. L'un âgé de 10 ans, l'autre de 12. Tête contre tête, leurs corps côte à côte. Et sur eux, il y a quelque chose. Et quelque chose qui brille. Des milliers de choses brillantes.
des perles taillées dans de l'ivoire de mammouth. Plus de 10 000. Chacune a été percée polie et enfilée une par une. Fabriquer une seule perle prend en moyenne 45 minutes. En fabriquer 10 000 représente 450 000 minutes, soit 7 500 heures, 312 jours, une année entière. Cela signifie que quelqu'un pendant 1 an a passé son temps à fabriquer des perles uniquement pour la tombe de ses enfants. Mais ce ne sont pas seulement des perles. Dans la tombe, il y a aussi des lances en ivoire de mammouth, longues de 2 mètres, pesant 7 kg, jamais utilisées. Car ces lances ne sont pas pour la chasse, ce sont des armes symboliques, elles serviront dans l'autre monde. Pourtant, posons une question. Pourquoi des enfants? Et pourquoi pas un guerrier adulte ou un vieux sage? Pourquoi 2 enfants ont-ils eu droit à une sépulture si riche? La réponse est cachée dans les os. Lorsque les anthropologues ont examiné les squelettes de ces enfants, ils ont découvert quelque chose de stupéfiant. Des déformations, de graves anomalies dans la structure osseuse. L'un des enfants avait les jambes tordues de naissance. L'autre avait la colonne vertébrale déformée. Ces enfants étaient physiquement handicapés. On pense que l'un d'eux ne pouvait probablement pas marcher, qu'il était alité. Alors comment la société a-t-elle traité ces enfants? Les a-t-elle exclus? Abandonnés? Non. Au contraire, elle les a enterrés comme des rois. Ce n'est pas de la simple pitié. C'est une donnée qui ébranle les fondements du système de statut. Car cela montre que le pouvoir ne se mesurait pas seulement à la capacité de chasser. Cela prouve que certains individus étaient considérés comme différents dès la naissance, peut-être même comme sacrés. Le handicap n'était pas une faiblesse, mais un signe. La capacité de se connecter au monde des esprits. Les premières formes de chamans. Maintenant, zoomons. Regardez vos mains. Elles tremblent, pas à cause du froid, à cause de la peur. Il y a un cadavre au sol. Mais ce n'est pas un cadavre normal. Il a été tué violemment. Une profonde fissure sur le crâne, la colonne vertébrale brisée. Le sang a gelé avant de sécher. Et maintenant, vous, en tant que tribu, devez prendre une décision. Qu'allez-vous faire de ce corps? Car on vous a enseigné ceci. L'esprit d'une mauvaise mort revient. Il se venge. Il maudit les vivants. Quelle est la solution? La tombe. Mais pas n'importe quelle tombe. Une tombe spéciale. La triple sépulture de Barmagrande en est un exemple. Une femme, un adolescent et un enfant. Enterrés tous les 3 ensemble. Les corps superposés, les mains entrelacées. Et sur eux de l'ocre rouge. Une couche épaisse. Pourquoi? Car le rouge est la couleur de la vie, la couleur du sang. Et cet esprit ne doit pas s'infiltrer à nouveau dans le monde des vivants. Appliquer la peinture sur le corps est un rituel de purification. Chimiquement absurde, mais métaphysiquement vital. L'ocre rouge, l'oxyde de fer. On le trouve dans la nature sous une couleur jaune. Mais lorsqu'on le chauffe, il devient rouge. Cette transformation se produit par le feu. Le feu est le plus puissant transformateur du monde. Il transforme la pierre en fer, la viande en nourriture, la nuit en sécurité. Alors que se passe-t-il lorsque le feu transforme une couleur? Cette couleur n'est plus ordinaire, elle devient sacrée. De l'ocre rouge a été utilisé dans la tombe des enfants de Sungir et aussi dans la tombe d'Île Principe en Italie. La mâchoire d'un jeune chasseur, surnommé le Prince, était fracturée, la cause de sa mort. Et dans la tombe, une épaisse couche de peinture rouge a été appliquée précisément sur l'os de la mâchoire. Pourquoi? Car la blessure doit être refermée. Elle doit être guérie symboliquement. Car une blessure ouverte est un point de fuite pour l'âme. Et l'âme doit rester dans le corps. Au moins
jusqu'à ce que la tombe soit ouverte. Mais certaines âmes ne doivent pas s'échapper. Certaines âmes sont dangereuses. À Dolní Vestonis, il y a une tombe. À l'intérieur repose une femme déformée. Son visage est asymétrique, son bras est tordu. Comment la société l'apercevait-elle? Probablement comme une sorcière ou une chamane. Car la différence physique, à cette époque, signifiait le pouvoir. Mais ce pouvoir devait être contrôlé. Et sur la tombe, il y a quelque chose, des traces de brûlure. Un feu a été allumé. Pourquoi? Car le feu purifie. Le feu nettoie le mauvais esprit. En brûlant le corps et en le mêlant à la terre, le feu empêche l'âme de s'élever. Ce n'est pas une inhumation, c'est un emprisonnement. Le danger persiste même après la mort. Et la société le sait. Passons maintenant à une autre scène. Et la grotte de Gouff en Angleterre. Période magdalénienne, il y a environ 15 000 ans. Dans les profondeurs de la grotte, il y a un squelette. Mais ce squelette est étrange. Le crâne a été découpé avec soin. La chair a été nettoyée. Les os ont été polis. Le crâne a été façonné comme une coupe. L'intérieur a été évidé. Le bord a été lissé. C'est un bol fait à partir d'un crâne. Mais pourquoi? 2 théories. La première, les crânes des ennemis, un symbole de victoire. La seconde, les crânes des ancêtres, un symbole de respect. La science penche pour la seconde théorie. Car les analyses ADN montrent que ces crânes appartenaient aux membres de la même tribu. C'est donc un rituel de cannibalisme. Mais pas par faim. Symbolique. Manger le mort, c'est prendre son esprit. Et c'est absorber son savoir. C'est s'approprier sa force. Et utiliser le crâne comme coupe, c'est rester connecté à lui pour l'éternité. À chaque gorgée d'eau, l'esprit de l'ancêtre est bu. Dézoomons. Toutes ces tombes, tous ces rituels, tous ces symboles, que signifient-ils? La réponse est simple. La mort n'était pas une fin. La mort était une transition. Les hommes de l'âge de glace ne voyaient pas la mort comme un effondrement biologique. Ils la voyaient comme une transformation métaphysique. Le corps reste ici. L'esprit s'en va. Mais où? La réponse est incertaine. Peut-être vers le monde des ancêtres. Peut-être vers le royaume des rêves. Peut-être vers les étoiles. Mais l'important est ceci. L'esprit ne disparaissait pas. L'esprit se transformait. Et il interagissait avec les vivants. Et c'était là le but des tombes. Maintenir la communication avec l'esprit. Contrôler l'esprit. Honorer l'esprit. Ou emprisonner l'esprit. Mais ce n'était pas qu'une croyance. C'était un système. Car chaque tombe était construite selon des règles précises. Le corps était toujours placé dans une position spécifique. Position fétale. Regard tourné vers l'ouest, main sur la poitrine. Ces positions n'étaient pas aléatoires. C'étaient des codes. Le langage corporel parlait encore même après la mort. Les objets funéraires aussi. Un chasseur recevait une lance, un chaman des perles, un enfant un jouet, une femme des bijoux. Chaque objet indiquait qui était la personne et de quoi elle aurait besoin dans l'autre monde. C'était un transfert de données de la vie à la mort. Et ces données étaient transmises aux générations futures. Car les tombes n'étaient pas seulement pour les morts. Les tombes étaient pour les vivants. Les tombes étaient des archives physiques reflétant l'identité, les valeurs et les peurs de la société. Maintenant, posons une question. Tout le monde était-il enterré? La réponse, non. Les archéologues ont trouvé des milliers de sites paléolithiques. Mais le nombre de tombes est très faible. Pourquoi? Car la plupart des gens n'étaient pas enterrés. La plupart étaient probablement laissés à la nature, devenant la proie des prédateurs. Mais certains étaient enterrés. Qui?
ceux qui étaient spéciaux, ceux qui étaient différents, ceux qui étaient dangereux, les enfants handicapés, ceux morts de mort violente, les femmes déformées et les vieux chamans. C'étaient les membres anormaux de la société. Et la normale exigeait un traitement spécial, car la les uns aux autres. Car survivre à l'âge de glace n'est pas une compétence unique. C'est un réseau de protocoles interconnectés. Creuser une tombe est un nœud de ce réseau. Mais ce nœud est lié aux autres. Et si un nœud se brise, tout le système s'effondre. C'est là que réside la force secrète de l'espèce humaine. L'intégration des systèmes. Les Néandertaliens creusaient des tombes. Mais leurs tombes étaient simples. Homo sapiens creusait des tombes. Mais leurs tombes étaient complexes. Pourquoi ? Car Homo sapiens ne se contentait pas de creuser une tombe. Il transformait la tombe en une base de données sociales. Chaque tombe racontait une histoire. Et cette histoire était transmise de génération en génération. Les enfants s'asseyaient près des tombes. Les anciens leur racontaient « Dans cette tombe repose ton arrière-grand-père. Il chassait les mammouths seul. Dans celle-ci, c'est le chaman. Il arrêtait les tempêtes. Et les enfants écoutaient. Ils apprenaient. Ils construisaient leur identité. Car les tombes ne conservaient pas seulement le passé. Elles façonnaient l'avenir. Alors que va-t-il se passer maintenant ? La tombe est prête. L'esprit est sous contrôle. Mais votre estomac est vide. La nuit approche. La température baisse et la prochaine menace attend à la porte. Cette menace n'est pas la faim. C'est les mathématiques. Car chasser un mammouth n'est pas une question de force musculaire. C'est un problème de physique. Le poids d'un mammouth est de 6 tonnes. Sa vitesse est de 40 km/h. La longueur de ses défenses est de 4 mètres. Alors comment allez-vous le tuer ? Vous n'avez que de la pierre et de l'os. Mais dans votre cerveau, il y a autre chose. La stratégie, la conception de pièges, la coordination de groupe et le calcul du risque. Car si le calcul est faux, ce n'est pas le mammouth qui meurt, c'est vous. Et alors, quelqu'un d'autre creusera une tombe pour vous. Les réponses ne sont pas cachées sous la terre. Elles attendent gelées sous la glace. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance n'est pas seulement le pouvoir, elle est la vie elle-même.